Arrivée en fin mission dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la 3e compagnie de l'armée béninoise de la force multinationale mixte est honorée par la CBLT. La cérémonie de reconnaissance s'est déroulée ici à N'Djamena. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche s'est rendu hier à Karal, dans la province de Adiarlamis. Constater la dévastation des champs dont parlent les troupeaux d'éléphants est l'objectif de ce déplacement. Enfin, un projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile est lancé ce matin ici à N'Djamena, précisément à la maison de la femme. C'est tout pour le sommaire. Il est 20h ici à N'Djamena. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Mohamed Djamaladine, s'est rendu hier dans la sous-préfecture de Karal, département de Adiarlamis. Constater de visu la dévastation des champs par les troupeaux d'éléphants est l'objectif de ce déplacement. Les précisions avec Apolline Gani. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Brahim Mohamed Djamaladine, a été accueilli à l'entrée de la sous-préfecture de Karal par le gouverneur de la province de Hadjarlamis, Hawa Othman Djamé. Après quelques minutes d'échange, le ministre et sa suite se sont dirigés vers les champs dévastés par les éléphants pour constater les dégâts. Devant eux se trouve un troupeau de ces pachydermes en train de détruire les cultures. Plus de 200 hectares de sorgho, mil et autres cultures ont été détruits. Ces éléphants, par ces actions dévastatrices, sèment ainsi la panique au sein des paysans des villages environnants de Karal qui craignent des cas de famine. Ces animaux détruisent tout sur leur chemin. Il est de notre devoir de venir sur place constater de visu les dégâts causés par les pachydermes et surtout pour apporter le soutien du gouvernement à la population de Karal. Nous allons mettre les mécanismes qui permettront de dédommager ceux qui ont été vraiment victimes. Pour éviter au maximum ces genres de conflits, donc il n'y a que la translocation qui peut être une solution durable. Cette problématique a été au centre d'une rencontre avec le gouverneur de la province de Hadjarlamis, Hawa Othman Djamé, qui a tiré des sonnettes d'alarme. Très réceptif, le ministre Brahim Mohamed Djamaladine a promis de mettre en place dès son retour un comité technique provincial pour faire face à la situation. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale 20e édition qui sera célébrée demain 15 octobre 2020, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Lungu, a fait une déclaration. Cette 20e édition de la journée est placée sous le thème « La contribution de la femme rurale dans la lutte contre la pauvreté et l'impact socio-économique de la COVID-19 ». Je vous propose de suivre. Demain, 15 octobre, le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, célébrera la Journée mondiale de la femme rurale. Cette célébration dédiée aux femmes rurales est un hommage mérité pour leurs efforts de par le monde et l'inestimable contribution au développement socio-économique de leurs pays respectifs. L'objectif de cette journée est aussi d'attirer l'attention des dirigeants et des acteurs de développement sur la nécessité et l'attention particulière à accorder au monde rural en général et aux femmes rurales en particulier, en vue d'accompagner leur autonomisation. La femme tchadienne, surtout celle du milieu rural, contribue de manière déterminante à l'économie nationale et joue un rôle crucial dans le développement de notre pays. Soucieux du bien-être de la femme et de sa participation au développement, le gouvernement de la République du Tchad, sous le leadership du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, place la femme rurale au cœur de ses préoccupations. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs, adresser une mention spéciale à Madame la Première Dame, Inda Déby Itno, pour ses actions concrètes sur le terrain à travers sa fondation, accompagnant ainsi la politique sociale du maréchal. Je voudrais annoncer que le site national retenu pour abriter la célébration officielle de cette édition est le village Koubeigou,
du département des Kimiti dans la province de Sila. Et les activités sont différées pour le 15 novembre 2020 sous le patronage de Madame la Première Dame. Pour donner un cachet particulier à ces grands rendez-vous, nous lançons un appel à tous les acteurs de développement, les partenaires techniques et financiers, à se mobiliser autour du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance en vue d'assurer le plein épanouissement de la femme rurale. Sachez également, avant de poursuivre cette édition, que demain 15 octobre, le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, va commémorer la journée mondiale de lavage des mains. Instituée par les Nations Unies lors de la 11e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenue en Égypte en 2008, l'édition de cette année est placée sous le thème « L'hygiène des mains pour tous ». Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration faite ce matin par le secrétaire d'État à la santé et à la solidarité nationale, Dr Didi Ali Sougoudi. Le but recherché par cette commémoration est de sensibiliser toutes les couches sociales sur la nécessité de se laver les mains à l'eau propre et au savon pour prévenir les maladies liées au manque d'hygiène. Aujourd'hui, avec la survenue de la pandémie de la Covid-19, le monde s'est rendu compte que le lavage des mains demeure un moyen incontournable de prévention des maladies et sa pratique quotidienne est plus qu'un salut. En cette circonstance, je vous invite à la stricte observation des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et parmi lesquelles le lavage des mains qui demeure hautement indispensable. Le lavage des mains doit se faire également dans les conditions suivantes. Au sortir des toilettes, avant et après avoir mangé, avant de manipuler les denrées alimentaires, avant d'allaiter les bébés ou de préparer son biberon, après avoir salué, après avoir joué, ou encore en arrivant à la maison après un long temps passé à l'extérieur où l'on a été exposé à toutes sortes d'impuretés. La liste n'est pas exhaustive. C'est geste assez simple, qui est celui de se laver les mains à l'eau propre et au savon, peut réduire de 47% la prévalence des maladies liées à l'insuffisance d'hygiène, qui sont la fièvre typhoïde, le choléra, la diarrhée, la dysenterie, la conjonctivite, la fièvre hémorragique à virus Ebola ou la Covid-19. Tout autre chose, la Fondation Grand Cœur a lancé ce matin à la Maison de la Femme un projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile dénommé Mamama Mabouyi. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo. C'est le directeur général du ministère de la Santé publique qui a lancé le projet, Ousmane Idriss Dagoun. La malnutrition chez les enfants augmente les décès. Face à son impact, la Fondation Grand Cœur lance le projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile. Son concept est Mamama Mabouyi. Le projet prévoit la formation de 1500 femmes issues de 150 groupements féminins dans 9 provinces du pays en préparation de bouillies enrichies. La Fondation Grand Cœur, depuis sa création, s'est attelée à apporter sa contribution à la réduction de la prévalence de la malnutrition et à l'éradication de la faim pour l'atteinte des objectifs de développement durable, les ODD. Lançant les activités du projet, le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale promet l'appui de son département. Je voudrais ici, au nom du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, saluer cette initiative, magnifier cette initiative qui vient rejoindre d'autres initiatives de même nature. Nous enregistrons toutes les sortes de la malnutrition. Mais du côté de la zone méridionale, nous avons beaucoup plus la malnutrition chronique. Par ce projet, la Fondation Grand Cœur apporte sa contribution dans la lutte commune contre la malnutrition.
Je le disais en titre, la 3e compagnie de l'armée béninoise de la force multinationale mixte est arrivée en fin de mission. Elle a été décorée ce matin par le secrétaire exécutif de la CBLT. C'était en présence des autorités militaires des pays membres de la CBLT. Reportage Idriss Oumar Idriss. C'est une compagnie de 150 hommes de l'armée béninoise qui a fini sa mission au quartier général de la force multinationale mixte de lutte contre la secte Boko Haram. Elle est honorée par le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, l'ambassadeur Mamanou, chef de mission de la force multinationale mixte, et de tout le staff qui a pris part à cette grandiose cérémonie. Des médailles d'encouragement leur sont remises pour la mission accomplie. La 3e compagnie béninoise, force de 150 hommes, s'est vue récompensée d'une médaille de la force mixte multinationale et d'une autre de l'opération Yassine Tafki. Durant son mandat, cette compagnie de l'armée béninoise a exécuté sa mission avec honneur et fidélité dans cette force. Il convient de rappeler que depuis son arrivée à N'Djamena le 24 octobre 2018, elle a fourni un service important de soutien à la force et à l'équipe de soutien de l'Union africaine. Les médailles et certificats de la force multinationale mixte sont d'une importance morale capitale et décernés à tous les grades en reconnaissance du service rendu à la force multinationale mixte, raison pour laquelle elles sont décernées à tous les personnels des contingents des pays membres de la CBLT en fin de mission. Le représentant de la FAO au Tchad, Mohamed Mansour Ndiaye, le directeur de l'éducation du ministère de l'Éducation et le directeur de l'alimentation du ministère de l'Agriculture ont visité ce mercredi quelques établissements de la cité. C'est dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation couplée avec le 75e anniversaire de la FAO. Les explications de cette visite avec Omar Ibrahim. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, couplée avec le 75e anniversaire de la FAO, que les représentants de cette agence onusienne et ceux de l'agriculture ont fait le déplacement de quelques établissements scolaires pour sensibiliser les élèves sur l'alimentation. À l'école Don Bosco, première étape de la visite, le directeur de l'alimentation du ministère de l'Éducation, Taha Hamid, celui des études du ministère de l'Agriculture, Senoussi Hamdan, et les représentants de la FAO Mohamed Mansour Ndiaye ont échangé avec les élèves sur les problèmes agro-pastoraux, les causes de la sous-alimentation au Tchad et les solutions à envisager. C'est pour assurer une alimentation saine, abordable et durable afin de lutter contre les déséquilibres. Nous avons au Tchad suffisamment de terres fertiles. Nous avons suffisamment d'eau. Et quand on a les terres, l'eau et la main-d'œuvre pour faire le travail, il n'y a aucune raison, aucune fondamentale qui empêcherait ce pays de produire pour nourrir. Après la visite d'un champ d'haricots à Don Bosco, la délégation s'est rendue au complexe scolaire Ibn Sina pour la même sensibilisation. Comme à la première étape, ici également les représentants résidents de la FAO Mamadou Mansour Ndiaye invitent les élèves à s'intéresser à l'agriculture pour contribuer à l'atteinte de l'objectif fin zéro d'ici 2030. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, en partenariat avec l'UNESCO, organise depuis hier au Musée national un atelier de validation de la stratégie de communication. Cet atelier, faut-il le souligner, permettra aux participants de se doter d'un outil qui leur permettra de mieux communiquer afin d'offrir une éducation de qualité. C'est le directeur général du ministère qui a ouvert les travaux. Guillaume Benkéré. Assurer une éducation de qualité, c'est le souci majeur du gouvernement et les partenaires de ce secteur. Dans l'optique de transmettre le savoir, une communication entre les différents acteurs concernés s'avère nécessaire. C'est dans cette logique que le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique organise le présent atelier en vue d'élaborer une stratégie de communication. L'objet de notre rencontre s'inscrit à faire de la communication
un puissant outil de développement et un moyen efficace d'ouverture dans un monde qui, par la magie des techniques, de la communication et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, devient de plus en plus un village planétaire. L'identification des obstacles à la communication, c'est ce qui a conduit le ministère à envisager des solutions servant de base à la conception de ce document. L'élaboration de cette stratégie, faut-il le rappeler, est le résultat d'un long processus qui a commencé par le diagnostic du ministère en matière de communication de manière générale. Pour la directrice générale des enseignements et de la formation, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre de cette stratégie dont l'élaboration a bénéficié de l'appui technique de l'UNESCO au titre du financement du partenariat mondial de l'éducation dans le cadre du projet de renforcement de l'éducation et de l'alphabétisation au Tchad, PREAT. Dans le même sillage, les responsables des établissements scolaires privés de N'Djamena se sont donné rendez-vous ce mercredi à la bibliothèque du lycée Félix Eboué. Promouvoir le système éducatif tchadien du secteur privé est l'objectif donc de cette rencontre. Les précisions avec Omar Ibrahim. L'éducation est un levier important de tout développement. De la qualité d'enseignement dépend l'avenir de la jeunesse. C'est envie de promouvoir le système éducatif que se tient cette rencontre qui a regroupé les responsables des établissements scolaires privés. Ils auront à réfléchir sur les enjeux et les défis. Nous avons jugé utile de nous mettre ensemble avec les proviseurs des établissements privés pour recadrer les activités pédagogiques. Avec la nouvelle rentrée scolaire et avec la pandémie du Covid-19, il est vraiment important de se retrouver et discuter et trouver un terrain d'entente. Le directeur de l'enseignement secondaire général s'insurge quant à lui contre le comportement de certains chefs d'établissement. Il y en a parmi vous qui ne respectent pas le calendrier scolaire édité par le ministère de tutelle. Vous devrez respecter, vous avez l'obligation de respecter les calendrier édité par le ministère de tutelle. Ce qui veut dire que tout comportement malveillant qui créerait un esprit malsain au sein des groupes, nous allons les tamiser. Cette rencontre s'est achevée par la désignation de quelques membres pour la rédaction des résolutions tendant à donner à l'enseignement du secteur privé toutes ses lettres de noblesse. Avant de boucler ce chapitre, la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad a publié ce matin à la Maison de la Culture Baba Mostafa un guide pratique de lutte contre le coronavirus. La CSTT entend élaborer de ce guide à exhorter la population à une prise de responsabilité. Reportage signé Vareladi. Le coronavirus, cette pandémie a causé d'énormes pertes en vie humaine à travers la planète. Le nombre de personnes contaminées en Afrique, selon le Centre africain de contrôle des maladies de l'Union africaine, dépasse les 1,57 millions avec plus de 38 300 décès. Chaque État a pris des dispositions pour une lutte efficace. Au Tchad, le gouvernement a pris des mesures importantes pour freiner la chaîne de contamination. Parmi cette panoplie de mesures, le respect des gestes barrières. S'inscrivant dans cette directive, la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, CSTT, a élaboré un guide pratique de lutte contre cette pandémie. Le dit guide de 41 pages est présenté en français et en arabe littéraire. Ce guide a pour but de contribuer à lutter contre le coronavirus aux côtés du gouvernement. Compte tenu de notre situation du pays, le niveau d'instruction et autres, la CST a adopté une pédagogie imagée. Tout l'intérieur du guide est parsemé des images. Ce document, selon le président du comité de rédaction, ne présente aucun aspect commercial. Il sera distribué gratuitement à tous les membres de la Confédération sur toute l'étendue du territoire pour qu'ils puissent accompagner le gouvernement dans cette lutte contre ce mal du siècle. L'actualité de ce soir est aussi marquée par les activités de la société civile. La plateforme Citoyens sans frontières sensibilise les usagers dans le cadre du respect du code de la route. Ahmad Ali Adi.
La circulation due souvent au non-respect du code de la route occasionne des cas de décès chaque année. Pour contribuer à réduire les risques que courent les usagers, la plateforme Citoyens sans frontières, dans le cadre de la Journée mondiale de la circulation routière, qui sera célébrée chaque 15 novembre de l'année, est aux côtés du commissariat du 3e arrondissement. Les accidents de la voie publique tuent énormément des citoyens. On a évalué, c'était presque à 2600 quelques par an. Et vraiment c'est un manque pour l'État, un manque pour la famille. Donc si Citoyens sans frontières, la jeunesse a pris cela à bras le corps, c'est une très bonne chose. L'initiative de la plateforme concourt à la mission de la police nationale qui, à travers la compagnie de la circulation routière, veille au quotidien à la sécurité des citoyens par la régulation. Dans la continuité de nos actions précédentes, nous sommes venus aujourd'hui non seulement pour sensibiliser la population sur les comportements à risque. Quand on dit comportement à risque, on fait allusion à l'utilisation du téléphone en conduisant, la consommation d'alcool, de drogue et de stupéfiants, ainsi que le fait d'être trois sur une moto. Les responsables de la plateforme Citoyens sans frontières et ceux du CSP3 ont appelé les citoyens au respect du code de la route pour la sécurité de tous. D'une association à une autre, la plateforme associative Tchad organise une caravane de sensibilisation dans le cadre de la révision du fichier électoral. À cet effet, le coordonnateur de la plateforme appelle les jeunes à se faire enrôler. Ali Ibrahim Suleiman. C'est sous le thème « Je suis jeune citoyen, j'ai ma carte d'électeur et toi » que la plateforme associative Tchad d'abord lance la caravane de sensibilisation sur la révision du fichier électoral. Regroupant 50 associations et organisations de jeunes, cette plateforme entend mobiliser les jeunes en âge de voter pour un recensement massif. Le coordinateur de la plateforme Tchad d'abord appelle les jeunes à se faire enrôler. Cependant, cette opération est actuellement marquée par une faible participation par rapport aux objectifs fixés par la Commission électorale nationale indépendante unie. La jeunesse, qui constitue la grande partie de la population électorale, se doit donc d'être pleinement sensibilisée en vue de participer au renforcement du processus démocratique, mais également en vue... Le premier vice-président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a profité de l'occasion pour expliquer l'importance de la carte d'électeur. Ceux-là qui figurent déjà dans la base de données au niveau du bureau permanent des élections sont priés tout simplement de signaler si ils ont effectivement changé de résidence ou pas. Pour mieux toucher sa cible, l'équipe de la plateforme Tchad d'abord a sillonné les terrains de football des communes du 5e et 8e arrondissement afin de passer le message aux jeunes. Au quartier Amriguebe et à Diguel, le coordinateur Mohamed Saleh Moussa a invité les jeunes à se faire recenser et à participer au renforcement du processus électoral avant le 20 octobre. Rendons-nous à Abéché où les travaux de pré-forums provinciaux regroupant 3 provinces de l'Est et du Nord ont commencé ce matin. C'est dans le cadre du 2e forum national inclusif. Les précisions avec Dido Mamata Barka. Prennent part à cet atelier de pré-forum une trentaine de participants venus de 3 provinces, notamment la province de Ouadaï, Wadi Fira et la province du Sila. Occasion pour le chef de mission Aliou Abdoulaye Ibrahim de signifier qu'au cours de ces travaux, 74 résolutions réparties en 6 thèmes vont être débattues, à savoir la réforme de l'État, le réaménagement des grandes institutions de la République, le régime des parlementaires, la réforme en vue de la consolidation de la paix de l'Union nationale, de la stabilité de l'État des droits et de la bonne gouvernance, ainsi que la réforme judiciaire, la promotion de la femme et de la jeunesse. Le pré-forum est organisé dans le Tchad profond pour accueillir les avis et recommandations de la population, ce qui pourrait servir de base pour le 2e forum national inclusif. Lançant les travaux, le gouverneur de la province de Ouada, Ibrahim Saïd Mohamed,
se réjouit tout d'abord du choix porté sur la ville d'Abéchi d'abriter cet important événement. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui entre dans la politique du gouvernement. C'est pourquoi 2 ans après la tenue de ce forum et conformément à l'engagement du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a fait la promesse lors de la clôture du forum d'organiser des assises similaires tous les 2 ans. Notons qu'au cours de ces travaux, les participants vont suivre la présentation du bilan du premier forum tenu à N'Djamena en 2018. Et puis, congrès ordinaire de l'Action pour la République, la démocratie et le développement ARD, le 3e congrès a pris fin hier. Cette assise a permis aux militants et sympathisants de planifier une stratégie pour bien défendre les idéaux du parti aux prochaines échéances électorales. Le film de ce 3e congrès avec Kadnouba Théophile. C'est à l'unisson que les militantes et militants de l'Action pour la République, la démocratie et le développement ARD ont reconduit la quasi-totalité des membres du bureau politique national à la tête duquel le président Abdoulaye Mbodou Mbami. Cette décision importante prise à l'issue du 3e congrès annonce le plan de bataille de l'ARD qui compte réaliser un bon coup aux prochaines échéances électorales. Notre 3e congrès ordinaire a répondu à toutes nos attentes, tant au plan de l'organisation et du fonctionnement de notre parti qu'au niveau de sa stratégie pour son assise sur l'échiquier politique national. Je me réjouis que notre congrès est engagé, au sein du parti, en vue de contribuer à la consolidation de la cohésion sociale et la mobilisation de tous pour la reconstruction de notre pays. Les congressistes qui ont axé leur débat sur le projet de société du parti, fondé sur un contrat de confiance avec le peuple et un pacte républicain qui trace la voie du développement du Tchad, ont adressé quelques recommandations au bureau politique national. Ces recommandations se résument au projet de formation des citoyens et militants en éducation civique, la mise en place des stratégies électorales et la radiation pure et simple des militants indélicats. Ceci de conclure que les défis actuels appellent à des solutions nouvelles fondées sur les valeurs de démocratie, de justice sociale, de respect de la dignité humaine, du travail et de progrès. Toujours en politique, les membres du bureau Bamina Assas ont rendu une visite de courtoisie au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. La délégation conduite par le président du bureau Brahim Khalifa a échangé avec les membres du Conseil sur la consolidation de la paix au Tchad. Précision avec Mariam Hassanissen. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad accueillent en cette journée du mercredi la délégation du bureau Bamina Assas. Pour le président du bureau Bamina Assas, Brahim Khalifa, cette première visite de courtoisie au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques s'inscrit dans le cadre de leur activité humanitaire et d'orientation menée à l'intérieur du pays. Occasion pour les deux parties d'échanger sur la question de la paix et de la cohabitation pacifique. Grâce à vos engagements en faveur de la paix, notre pays, bien qu'il soit entouré des voisins qui traversent des moments difficiles, aspire à la paix. C'est ainsi exprimé Brahim Khalifa qui appelle à la préservation de cette stabilité, tout en félicitant le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad pour son implication sans faille en faveur de la paix. Réconforté par cette visite de courtoisie, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Cheikh Mohamed Khatir Issa, a rassuré ses interlocuteurs de la prise en compte de leurs préoccupations liées à la consolidation des acquis de la paix et de la stabilité. Le secrétaire exécutif du MPS du 10e arrondissement, Dr Agar Mahamat, et l'organisation des femmes du MPS, avec à leur tête Hawa Gamane, ont visité le centre coranique de Gozaltor. L'importance de la révision du fichier électoral est en toile de fond de cette visite. Ali Ibrahim Suleiman. Cette campagne, dont le message est de vulgariser en langue officielle et locale, a permis d'expliquer à la femme l'importance de la carte électorale. Le secrétaire exécutif du mouvement patriotique du salut de la commune du 10e arrondissement de la ville de N'Djamena appelle les femmes à se faire enrôler. C'était vraiment un honneur pour nous. Il y a eu un nombre très important de femmes de ce quartier. Celui qui n'a pas
carte électorale, il ne peut rien faire. La présidente de l'OF-MPS, Hawa Gamane, qui a situé le rôle de la femme dans le processus électoral, invite celle-ci à relever les défis en exerçant son devoir civique. Le président du Conseil économique, social et culturel, Hamadaï Abdelkerim Bakit, poursuit sa campagne de sensibilisation. À Gosbeida, le chef de la mission a rencontré les leaders religieux Ben Arabi Abderrazak. D'emblée, les potentialités de la province ou le calme relatif qui règne sont mis en relief. Il invite de la part du président du Conseil économique, social et culturel à l'endroit des leaders religieux afin qu'ils jouent leur partition, appeler les fidèles à se faire enrôler massivement et contribuer ainsi à la consolidation de la paix dans la tenue des élections transparentes et tributaires. Pour Abdelkarim Ahmadaï Bakrit, l'apport des religieux est plus qu'indispensable, c'est pourquoi dès l'entame de la rencontre, il a aussi indiqué que l'assise revêt une importance capitale dans la mesure où les religions monothéistes appellent à l'unité, à la culture de l'amour et du vivre ensemble. Pour l'heure, la révision du fichier électoral avance bien, mais des efforts supplémentaires sont exigés, à relever le président du Conseil économique, social et culturel. Les leaders religieux, par la voix du président du comité islamique, s'engagent à sensibiliser les fidèles pour un enrôlement massif. La même mission se trouve dans l'Enedi Ouest. Les précisions avec la Chakmé Désiré. À Fada, deuxième étape de la mission, la délégation des membres du bureau politique national du MPS est venue présenter ses civilités au gouverneur de l'Enedi Ouest, Ahmad Hissène Mougouni, et l'informer sur le mobile de son déplacement. Selon Maïdé Galmaï Sahanaï, membre de la délégation, cette mission vient appuyer la CENI locale dans l'opération du recensement des populations sur le fichier électoral. Le gouverneur de l'Enedi Ouest, qui salue l'initiative, rassure que le message de sensibilisation a été largement relayé dans sa circonscription administrative. Toutefois, Ahmad Hissène Mougouni appelle les différentes organisations à intensifier la sensibilisation pour atteindre les populations. Après cette séance de travail avec le gouverneur, les membres de la délégation se sont rendus au siège du conseil provincial du MPS de l'Enedi Ouest. Objectif, encourager les militants et s'imprégner des difficultés rencontrées par le bureau local. Le secrétaire général provincial du MPS de l'Enedi Ouest, Mahamoud Guédé, s'est montré rassurant quant à l'atteinte de plus de 10 000 électeurs ciblés à la date de clôture des opérations d'enrôlement des électeurs. Dans le même cadre, Amsaden Maïde Angata, membre de la délégation, a eu une rencontre avec l'organisation des femmes du MPS de l'Enedi Ouest. Une rencontre d'échange et d'orientation en vue d'une mobilisation des femmes au recensement électoral biométrique. Même son de cloche à Lyon et à Meihache dans le Chariba Gremi. Reportage Christelle Ngalomdana. La population de Ligna et de Meihache dans le Chariba Gremi reçoit la visite de la délégation du MPS. Cette délégation, conduite par Bichara Abdraman Moussa, est venue mener une vaste campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral en vue d'inciter la population à sortir massivement pour accomplir son devoir civique. Une mobilisation qui a vu la présence du ministre des Infrastructures et des Transports Ahmad Abakar Aguid, des chefs traditionnels et des responsables des localités. Le secrétaire général provincial du MPS du Chariba Girmi, Kadr Saleh Kana, et le député du département de Doubali, Mahamad Abakar Oudatala, ont expliqué l'importance de cette campagne et exhortent la population à se faire enregistrer sur la liste électorale afin d'obtenir une carte d'électeur pour choisir le candidat de leur choix. Le chef de la délégation, Bichara Abdraman Moussa, lance un appel pour une mobilisation de masse aux élections à venir. Doublons d'efforts dans le cadre de l'enrôlement, en faisant sortir nos filles et nos fils. La commune de Ligna a toujours soutenu le maréchal, le chef de l'État Idriss Déby Itno, et respecté les idéologies du parti, le MPS. Avec cet élan, demain, Ligna aura son maire, son député, et Inch'Allah va élire son chef de l'État, le maréchal Idriss Déby. Faisant d'une pierre deux coups, Bichara Abdraman Moussa a remis un lot de masques de protection aux habitants de Ligna et de Meihache pour barrer la route au coronavirus. Enfin, une autre mission se trouve dans le département de Lac Fitri. Falambi Sulga. En tournée de sensibilisation dans le département de Fitri,
Dr Mohamed Nasser, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, et sa délégation sont venus constater le bon fonctionnement de la révision du fichier électoral. Dr Mohamed Nasser a échangé avec les agents d'enrôlement pour s'imprégner de leurs conditions de travail et surtout constater l'évolution des travaux. Selon ces derniers, tout se passe dans de bonnes conditions. Le chef de la délégation, par ailleurs membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, a saisi cette opportunité pour faire le changement d'adresse physique. Dr Mohamed Nasser justifie cet acte. J'ai été inscrit sur le fichier électoral en 2015 à Washington, où j'exerçais comme ambassadeur extraordinaire pour le conseil. J'étais en fin de mission, donc mon adresse a changé. J'étais recensé à Washington. Aujourd'hui, je suis résident à N'Djamena. Donc ce que je viens de faire, c'est de signaler sur le formulaire le changement d'adresse, comme quoi que j'ai changé d'adresse. Et j'ai donné la nouvelle adresse. Le chef de la mission et sa suite ont mis le cap à Ambassadna, localité située à 50 km d'N'Djamena Bilala et au village Gambir. Dans ces différentes localités, le membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut a eu des rencontres avec les chefs traditionnels et les militantes et militants du mouvement patriotique du salut. Selon le chef de la délégation, le mot d'ordre est le même. Mobiliser toute personne en âge de voter à se faire enrôler. Dr Mohamed Nasser exhorte par ailleurs ses camarades à passer le message à tous les niveaux. Enfin, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 14 octobre 2020 se présente comme suit. 453 échantillons analysés, 8 cas confirmés, 4 au Moinchari, 2 au Logone oriental, tous sont contacts des précédents cas et 2 à N'Djamena. 0 guéri, le total reste à 1120. 0 décès, total des décès 92. 117 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1329 repartis dans 17 provinces. La coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi. Voilà, c'est ici que se referme cette édition. C'était le journal de la rédaction. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce journal. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous.